Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie dans un nouveau C'est quoi ton matos. Donc aujourd'hui un C'est quoi ton matos dédié à un photographe vidéaste professionnel, voilà, qui est en même temps un entrepreneur, qui a une chaîne YouTube qui est assez vivant. Vous verrez, il a son style à lui, on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, voilà, il a postulé pour venir nous présenter un petit peu son matériel, nous échanger un peu sur sa philosophie autour de la photo, du matériel, ce genre de choses. Donc c'est le but de ce concept-là, donc je lui donne la parole, je donne la parole à Vincent. Salut à tous, c'est Vince, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et plus précisément une nouvelle vidéo sur la chaîne de Jeff pour passer dans son concept de vidéo C'est quoi ton matos. En effet, ça fait longtemps que j'ai envie de présenter mon matériel, de présenter ce que j'utilise au quotidien, et donc ce concept de vidéo c'est l'occasion. Et donc c'est avec un grand honneur que je soumets ma candidature à Jeff pour passer sur cette chaîne. Alors déjà, qui suis-je? Alors moi donc je me présente, je m'appelle Vincent Villaret, Vince pour les intimes, et je suis photographe et vidéaste professionnel depuis déjà quelques années maintenant, et je suis avant tout un passionné d'images. Un passionné d'images en tout genre, un passionné de peinture, un passionné de beaux-arts, un passionné de dessin, de jeux vidéo, de films, de photos pour le coup. Et donc à terme j'aimerais travailler dans le cinéma et pourquoi pas réaliser des films, voilà. Mais avant tout je vais parler surtout de matos photo aujourd'hui, puisque c'est une chaîne dédiée à la photographie que tient Jeff. Donc je vais parler de ça. Il y a plein de petits trucs, des trucs qui me servent un peu plus, un peu moins. Et forcément c'est un retour d'expérience, un retour d'utilisateur que je vais vous donner. C'est pas parce que j'utilise tel objectif que c'est le meilleur, hein. Bien sûr que non. C'est le meilleur pour moi en termes de rapport qualité-prix, en termes de rapport utilisation-qualité. Pour ce qui est de la photo, moi je me suis spécialisé dans la photo de modèle particulièrement, mais j'ai fait avant de la photo de paysage, de l'astrophoto, de la macro. J'ai essayé plein de genres d'images différentes, de noir et blanc. Aujourd'hui aussi je fais de la photo infrarouge, moyen format argentique, etc., etc. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, première chose, quel est le boîtier que j'utilise? Eh bien, c'est un Canon, et oui, je suis Team Canon, désolé pour les Nikon. Je suis Team Canon, un Canon 5D Mark III. Le Canon 5D Mark III, je me le suis acheté il y a maintenant à peu près un an. Bien que ça soit un boîtier qui soit un peu vieillissant, entre guillemets, hein, si on peut dire ça, parce que c'est quand même une belle bête, parce que si mes souvenirs sont bons, le Mark III est sorti courant 2012. Bien que ce soit un boîtier un peu vieillissant par rapport à ses concurrents tels que Sony, Panasonic pour la vidéo notamment, puisque je suis aussi donc vidéaste, j'ai fait le choix de prendre un 5D Mark III parce qu'il est compatible avec Magic Lantern. Magic Lantern, voilà, je suis un grand défenseur de ce micro-logiciel en fait qu'on va implémenter dans le boîtier. Et pourquoi j'en parle dans cette vidéo finalement? Puisque c'est une vidéo qui a trait au matos. Or Magic Lantern, c'est comme si vous aviez un scooter débridé. Ça va vraiment débrider, démultiplier le potentiel de votre appareil photo. Et en l'occurrence, quand on installe ce petit logiciel sur un 5D Mark III, ça permet de filmer en 1080p en RAW 14 bits. C'est juste ouf en perspective d'étalonnage. On s'en fiche que ça soit pas en 4K comme le 5D Mark IV, puisqu'en l'occurrence, donc dans notre 1080p RAW, il y a une nuance de couleur et du piqué de ouf. On peut désactiver le réducteur de bruit, donc bon, c'est vrai que Sony battra toujours hein, avec la sensibilité, mais tout de même, ça me permet d'utiliser mon appareil photo pour filmer avec une qualité presque équivalente à la RED et pour faire des photos de ouf, puisque c'est un réflexe Canon, donc je préfère voilà l'ergonomie, l'organisation des menus, et bien sûr parce qu'il y a donc Magic Lantern. Ensuite, pour ce qui est, j'ai un deuxième boîtier qu'on voit ici, puisque donc là c'est le 5D qui me filme. J'ai un boîtier donc qui est le Canon 7D. Le 7D c'est aussi un APS-C cette fois-ci chez Canon, mais il a une ergonomie qui ressemble énormément au 5D Mark III. Mais pourquoi un 7D supplémentaire? C'est pas un deuxième boîtier du tout, c'est un boîtier photo infrarouge. Alors c'est un petit peu compliqué et c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en gros j'ai fait des modifications au niveau du capteur pour que l'appareil photo capte d'autres radiations que celles du visible, et donc pour capter de l'infrarouge. En l'occurrence c'est un infrarouge proche, dit 720 nanomètres pour les connaisseurs, qui donne donc des rendus blancs sur la peau et bleu pour les cheveux. Voilà, et noir pour l'eau. Voilà, en gros, on utilise un autre spectre que le visible et ça me permet de me servir de deuxième boîtier pour créer des effets créatifs surtout.
En termes d'objectifs maintenant, eh bien déjà on peut citer celui-ci qui est donc un Canon 24-105 mm Mark II. Pourquoi le Mark II? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de m'acheter une optique L. Et puis donc je voulais vraiment couvrir toutes les plages, la plage focale donc de 24-105. Je voulais pas être en mode je vais changer d'objectif à chaque fois et puis de toute façon j'avais pas les moyens. C'est un objectif L qui est abordable entre guillemets, hein, bien qu'il coûte quand même dans les 1000 €. Mais voilà, L Canon ça coûte très cher, mais la qualité est au rendez-vous. Et par rapport par exemple au Mark I que j'ai pas mal utilisé, c'est vrai que le Mark II a plus de piqué, notamment en grand angle et en zoomant à fond. On a vraiment quand même de bons détails et ça peut remplacer quand même une focale fixe. Ce qui est juste dommage, c'est son f4. Mais quand on est à 105 mm, eh bien on a quand même un bokeh qui est assez gros, donc on peut faire des effets assez créatifs avec ça. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'il est stabilisé. La stabilisation marche très bien pour la vidéo et elle me permet aussi de descendre dans les vitesses sans avoir de photo floue. Et ça, c'est vraiment intéressant. Bien sûr, un moteur de mise au point USM pour un max de rapidité. Voilà. Après, il y a un petit bouton lock par rapport aux marques. Mais bon, ça sert à rien. J'ai jamais utilisé de ma vie pour vous dire. Et voilà un petit peu pour cet objectif. Ensuite, j'ai un deuxième objectif qui est mon 50 mm de Canon, le 1.8, le Mark II. Voilà, pas le STM. J'ai essayé le STM en fait, après avoir acheté le 1.8, il y a très longtemps de ça, mais j'ai essayé le STM et en fait c'est trop chiant parce que quand on tourne la bague de mise au point, eh bien il y a un mini bruit électronique parce que on force pas sur le moteur STM, mais il y a quand même quelque chose de bizarre, on décale le moteur de mise au point, je sais pas ce qui se passe, du coup ça fait un bruit et du coup bah, ils ont mal pensé les ingénieurs parce que bah, quand tu filmes, enfin ok, normalement t'as une perche et tout, mais quand t'enregistres avec le son du boîtier, t'entends le petit viu. Après bon voilà, c'est STM, ça marche pour les capteurs hybrides. En l'occurrence, avec le 5D3, ça ne marche pas. Donc je suis resté avec mon vieux 51.8 qui marche très bien, qui me sert depuis de nombreuses années. Vraiment, c'est l'objectif que je recommande à tous les gens qui veulent se lancer dans la photo, à tout le monde vraiment. Parce que c'est un objectif d'entrée de gamme qui coûte vraiment très peu cher et qui est quand même Canon, donc qui a un bon piqué. Ça coûte quoi? Ça coûte aller dans les 100 €. C'est rien comparé aux 50 mm d'après dans la gamme Canon, c'est-à-dire le 51.4 que j'ai eu à un moment, j'ai eu pendant un an à peu près le 51.4. C'est vrai qu'il a USM, mais bon voilà, je l'ai revendu pour diverses raisons. Le 51.2, j'en ai touché un une fois, mais je vois pas vraiment l'intérêt de shooter un 2. Et vraiment, en fait, la différence de qualité ne vaut pas 1000 €. Après, bon, si vous avez de l'argent à dépenser, pourquoi pas, hein, mais à ce moment-là, dépensez plutôt dans le Bitcoin que dans ce genre d'objectif, c'est la tendance du moment. Mais vraiment, le 51.8 a fait beaucoup de mes meilleures images, pour vous dire, et c'est un objectif à 100 €. Voilà un petit peu pour le tour de mes objectifs. J'ai aussi de temps en temps un 28-70 de Canon série L. Voilà, c'est l'ancêtre du premier 24-70 qui marche très bien qu'il a été créé, il me semble, en 1993. Donc un vieux truc, mais qui m'a pareil fait des photos incroyables. Il y a un peu d'aberration chromatique, c'est vrai, mais aujourd'hui voilà, tout ça, ça s'élimine facilement sur Lightroom, donc c'est plus vraiment un problème. Et de temps en temps, j'utilise aussi un 70-300. Alors 70-300, il me semble que c'est Sigma. Voilà, un 70-300 de Sigma, qui est pas à moi mais que j'emprunte des fois, parce que ça peut être intéressant vraiment pour les très gros plans, ou même dans les films. N'hésitez pas vraiment à aller dans les millimètres, ça peut faire des effets vachement intéressants. Au départ, moi-même, je pensais pas ça, j'utilisais carrément jamais des focales aussi longues, mais pour filmer des personnages ou des gros plans, ça peut être vraiment très intéressant. On rentre en fait dans l'intimité du personnage par la modification des perspectives aussi, et ça peut être vachement cool. Et il y a aussi le 70-200 de Canon, qui est un pote à moi, du coup je l'ai pas souvent, mais je peux vous dire que le 70-200, si vous avez la thune pour vous l'acheter, vraiment à 2.8, 70-200, quand vous êtes à 200 à f2.8, c'est vraiment oufissime. Donc voilà un petit peu pour ces objectifs, mais je sais que les 70-200, c'est des objectifs très chers, pareil pour le 24-105, mais j'arrive aussi à faire des photos avec le 50 mm, donc comme quoi, c'est pas vraiment le prix que vous allez mettre dans votre objectif. Et c'est surtout que voilà, moi je reste gamme Canon en fait pour avoir le maximum de qualité, mais vous pouvez trouver des trucs moins chers chez Sigma, chez Tamron, etc. Alors j'ai aussi en un peu plus vintage un objectif Helios 44M-4 58 mm f2, un objectif argentique, donc un monture M42, donc il vous faut la bague d'adaptation M42. Bon voilà, ça généralement c'est pas trop cher.
C'est dans les 30 balles ou les 20 balles même, donc à diaph manuel bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, hop, et à bague de mise au point manuel. Alors le problème c'est que pour s'en servir pour la vidéo, c'est pas vraiment compatible avec des follow focus parce que la bague est crantée de cette manière. Je sais pas si vous voyez, mais sinon allez voir sur internet vraiment en image. La bague est mal crantée, enfin elle n'est pas adaptée à un follow focus parce qu'elle n'est pas parfaitement lisse, comme elle n'est pas parfaitement égale en fait, comme celle du 24-105 par exemple. Et du coup ça c'est un peu chiant, mais en fait elle offre une bonne résistance, ce qui fait qu'on peut être vraiment assez précis. Et puis c'est quand même un petit F2. Pour ça, j'ai dû payer ça 30 €. Voilà, les objectifs argentiques, de toute façon, c'est la vie. Si vous ne connaissez pas vraiment, renseignez-vous sur le sujet avant qu'il n'y en ait plus. Ça serait vraiment dommage pour vous. Qu'est-ce que j'utilise comme carte? Alors déjà, je range mes cartes dans des étuis. Un étui spécial. Je vous mettrai là le nom sûrement. Je l'ai complètement oublié. Et je sais pas si c'est celui dans la pub où il y a une voiture qui peut rouler dessus. Mais en tout cas, il est résistant et étanche. Ça me permet surtout de centraliser toutes les cartes au même endroit. Pour pas avoir à les chercher, surtout les petites cartes SD et tout, ça se perd dans le sac et c'est un petit peu chiant. Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une carte SD pour piloter mon 5D. Parce que le 5D, donc, il a un emplacement de carte SD et un emplacement de carte CF. C'est une de ses spécificités. Du coup, c'est une carte SD ultra rapide, 95 mégasecondes en écriture, 90 en lecture, il me semble. Non, ça doit être l'inverse. Voilà, mais bon, c'est pas vraiment très intéressant dans le sens où je me suis fait un petit peu arnaquer parce que en fait, le slow de la carte SD sur le 5D et sur d'ailleurs la plupart des boîtiers Canon est limité à 20 mégasecondes en écriture. Voilà, c'est une limitation physique, matérielle, et en fait le codec de base avec lequel vous filmez, donc le H264, donc le point move de vos vidéos de Canon, eh bien ne dépasse presque jamais ce débit en fait, peu importe le mode de compression que vous choisissez dans les réglages. Du coup, les constructeurs n'ont pas jugé ça nécessaire de faire dépasser le débit. Mais par contre, ça limite les rafales sur les petits boîtiers. Alors que sur le boîtier, des boîtiers avec les cartes CF, donc notamment le 5D, eh bien on peut augmenter en rafale parce qu'on peut utiliser donc des plus grosses cartes qui ont une vitesse d'écriture supérieure. Alors comme celle-ci, ça c'est des copies en fait de Lexar en moins cher et en même efficacité presque. À part si vous faites des tests scientifiques, mais bon voilà, ça sert à quoi? Il y a quelques mégas par seconde d'écart. Donc c'est de la Computer B professionnelle. Alors ça coûte à peu près 70 € contre le double pour Lexar tout de même. Donc ça c'est intéressant. C'est une 64 Go en 1066X, donc ultra rapide. Ça me sert à quoi? Ça me sert à filmer donc en 1080p avec Magic Lantern. Sinon ça serait pas possible en dessous. On peut avoisiner les 800X, mais là ça commence à bugger. Donc voilà, et puis c'est pas si cher que ça. Et honnêtement, j'en ai 3 comme ça des cartes CF. Il y a les 2 ici plus celle qui filme et j'ai une carte SD et j'ai jamais eu vraiment de problème de place. Même si c'est vrai que l'euro vidéo prend énormément de place, mais en tout cas en photo, croyez-moi, une carte 64 Go avant que vous la remplissiez. Voilà, et puis de toute façon, à chaque fin de shoot, eh bien je décharge toutes mes images, toutes mes vidéos et je reprends donc pour de nouvelles aventures par la suite. Donc j'ai toujours un maximum de place. Alors mon sac à dos photo, on va voir tout de suite ça. Hop, le sac à dos photo, le fameux El Famoso. Hop, sac à dos photo, Vanguard édition. Un truc qui me sert depuis des années, qui est résistant, j'ai payé ça 80 balles. Et c'est vraiment l'un des achats dont je suis le plus content parce qu'il y a des compartiments, hein, vous connaissez sûrement, des compartiments en mousse pour absorber en fait les vibrations pour les objectifs et tout. Et alors c'est chiant parce que c'est un peu lourd quand on met tout le matos d'un coup. Alors tout le matos rentre difficilement, mais si on l'agence bien ça marche. Mais l'avantage que ça a sur les sacs à roulettes par exemple, c'est que les sacs à roulettes, bien vu que ça roule sur... vous pouvez aller dans des pavés, dans je ne sais quoi, dans des trottoirs, les vibrations se répercutent directement dans vos chers objets. Et donc payer si cher pour avoir des vibrations dégueulasses qui pourraient potentiellement abîmer ou décaler légèrement la lentille, ça m'intéresse pas vraiment. Alors que là, c'est sur mes épaules, donc c'est moi qui prends cher, mais au moins mes objectifs sont intacts. Voilà un petit peu le tour de mon matos. Il y a encore des trucs que je pourrais vous parler, mais c'est plus orienté vidéo, son, voilà. Mais après, on pourrait s'étendre, on pourrait en parler encore longtemps. Je sais déjà que cette vidéo est longue, et je sais que donc vous, les abonnés de Jeff, vous êtes un peu plus intéressés par la photo, donc tout ce qui est vidéo, son. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, encore une fois, avant de partir, et vraiment c'est très important, c'est une vidéo en fait explicatif de matériel, c'est-à-dire voilà, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai amassé pendant des années, je précise pendant des années. Je me suis pas acheté ça du jour au lendemain, je me suis pas dit waouh, j'ai pas vu une vidéo sur YouTube en mode lui il a tout ça, il faut que j'achète exactement la même chose. En fait j'ai acheté tout ce matériel au fur et à mesure que mes besoins évoluaient.
D'ailleurs avant, j'avais donc un 60D qui était un APS-C avant d'avoir le 5D. Et toutes les photos qui sont aujourd'hui, la plupart des photos que j'ai sur internet, eh bien c'est des photos prises avec ce 60D parce qu'il m'a servi pendant des années. Le 5D je l'ai depuis qu'un an à peu près, un peu moins. Et j'ai pu faire des trucs quand même assez intéressants. J'ai pu m'amuser vraiment, j'ai pu faire des trucs créatifs. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis tapé à des limitations techniques, en basse lumière notamment. Je voulais faire des trucs de nuit. Je voulais pas en fait toujours ouvrir le diaph à fond. Parce que, ok, j'avais un petit peu exploré la photo avec le bokeh et tout, mais je voulais rendre un peu plus les plans nets. Donc j'avais besoin de plus de sensibilité. J'avais besoin de pousser Magic Lantern dans ses extrêmes. J'avais besoin de plein de choses qui ont fait par exemple que j'ai acheté des cartes CF rapides, qui ont fait que j'ai acheté un 5D Mark III. Mais croyez-moi, aujourd'hui, la plupart des appareils, presque tous sur le marché, peuvent vous permettre, en tout cas l'appareil numérique, peuvent vous permettre de faire de très bonnes photos de façon abordable. Donc je le dis souvent, je le répète souvent, mais ce n'est pas le matériel qui fait le photographe, mais c'est le photographe qui fait le photographe, hein. C'est la personne qui est derrière le matos. Et en fait, si vous achetez par exemple, demain, vous n'avez jamais fait de photo et vous achetez un 5D parce que ça a l'air cool, parce que si vous payez 3000 balles ou 2500, je ne sais plus à combien il est aujourd'hui, vos photos seront stylées, c'est faux en fait parce que vous allez d'abord acheter un appareil qui est beaucoup trop perfectionné pour vos compétences et il n'y a rien de dénigrant dans tout ça, c'est juste que en fait bien on évolue en fait au fur et à mesure et on doit adapter son matériel à son évolution mais pas faire le contraire et acheter quelque chose où il y aura plein de potentiel dedans, plein de fonctions finalement dont on ne saura même pas à quoi ça sert. Tout ça, toutes ces fonctions en fait, par exemple en tout cas chez la gamme Canon, hein, je parle parce que c'est celle que je connais le mieux. Toutes ces fonctions sont bridées ou sont pas disponibles dans les boîtiers d'avant tout simplement pour faciliter l'expérience utilisateur. Donc voilà, il faut s'adapter, ne pas forcément acheter toujours les derniers trucs, ne pas tomber dans les pièges du marketing, ne pas forcément acheter un 760D ou un 700D. Aujourd'hui un 600D ça fait très bien le taf. Donc évitez les derniers trucs, cherchez dans l'occasion aussi, alors peut-être pas pour le boîtier ou en tout cas peut-être pas pour les objectifs parce qu'on voit jamais en fait s'ils ont été frappés et tout, s'ils ont eu des chocs. Mais dans le reste du matos, par exemple mon enregistreur pareil, je l'ai acheté d'occasion, allez sur eBay, Le Bon Coin. Donc vraiment ne dépensez pas toute votre thune dans ça au début plutôt dépensez de l'argent pour vous former, pour aller à des stages, pour acheter des livres sur la photo, sur la vidéo, pour vraiment vous donner des opportunités. Et plus tard investissez dans le matériel, c'est vraiment pas la priorité numéro 1. Et rappelez-vous que quand vous voyez des photographes que vous admirez, par exemple dans le documentaire que ce soit, vous montrez tout leur sac photo avec toutes les opticales, les 3.5D et tout, ou les 1D maintenant, vraiment, c'est le résultat de toute une carrière souvent dans lequel ils ont trimé, ils se sont battus du coup ces appareils en fait ils les méritent entre guillemets. Et aujourd'hui ils savent les utiliser à leur pleine puissance. Donc voilà, c'était un petit message parce que je sais, j'ai été aussi dans la position du débutant qui voyait tout le matos et qui était là, oui moi je fais des mauvaises photos parce que j'ai pas ce matériel. Or vraiment c'est une idée que je défends vraiment le contraire. J'ai aussi un 350D que je vous ai pas montré et j'ai fait des photos de ouf avec. Donc 350D 50 mm, ça fait un combo à peu près à 150 € le boîtier plus objectif et j'y suis arrivé à faire des photos cool. Donc je pense que tout le monde peut s'amuser quand même avec des trucs, même si vous n'avez pas de 5D. Merci beaucoup à Jeff de m'avoir fait passer sur sa chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, hein, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Voilà, vous avez vu la présentation matérielle de Vincent dont je rigole parce que voilà, il a un style un peu punchy et puis bon, j'avoue qu'au bout d'un moment, il faut le suivre. Donc j'espère que vous n'avez pas décroché, enfin en tous les cas si vous êtes encore là, si vous n'avez pas décroché. Donc je vous rappelle que Vincent est photographe professionnel et vidéaste professionnel. Il a une chaîne YouTube, donc je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne. Voilà, si ça vous voulez aller voir et si ça vous intéresse, vous pouvez vous y abonner. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez, je vous rappelle, postuler pour un C'est quoi ton matos, contactez-moi par messagerie. Bon, j'en ai encore pas mal d'avance parce que bon, ça a eu pas mal de succès ces derniers temps. Donc j'ai pas mal de gens qui sont gérés dans la liste d'attente quelque part, mais n'hésitez pas à me contacter. Voilà, dans tous les cas, si ça vous a plu, écoutez, un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage vraiment
à vous abonner pour me suivre. Voilà. Je vais pas durer plus longtemps. Merci beaucoup. Au revoir.